Je suis né à Alger à la fin de la guerre, dans la France libre, puisque après le 8 novembre 1942, les forces alliées ont débarqué en Algérie et l'Algérie n'était plus sous la tutelle du gouvernement de Vichy. Au moment où je suis né, l'Algérie dépendait du gouvernement de Londres. Je suis né le 11 janvier. Le 11 janvier était le jour anniversaire de feu mon grand-père paternel, mort depuis longtemps, mais qui est né le 11 janvier, mais le 11 janvier 1869. Un grand-père que je n'ai pas connu, que mon père a très peu connu, puisque quand mon père a perdu son père, mon père avait 4 ans à peu près. Tu es le fils donc de Louis Benesti et de Solange Sarfati. Les familles de l'un et l'autre sont en Algérie depuis très longtemps. Oui, ce sont des familles juives d'Algérie. Tu es l'enfant unique de ce couple. Oui, je suis enfant unique. Comme dit le psychanalyste Didier Angieux, les enfants uniques ont un surplus d'affection qu'il est important de savoir gérer. J'ai été très vite dans un monde d'adultes parce que mes parents m'amenaient souvent chez leurs amis qui, eux, avaient des enfants bien plus grands que moi. Ta maman, Solange Sarfati, docteur Solange, comme on l'appelait à Alger. Oui, elle était médecin et elle a fini ses études de médecine un peu après ma naissance. Et mon père était artiste peintre et sculpteur, et à un certain moment, il a pris un poste de professeur de dessin et il est resté jusqu'en 72 professeur de dessin dans des lycées et collèges d'Alger. Et ton enfance algérienne, en fait, elle commence dans tes premiers souvenirs, parce que... Alors mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs du quartier de Bab el-Oued, où j'allais dans une école qui s'appelait l'école de la rue Franklin. Je me souviens du quartier de Bab el-Oued, qui était un quartier qui est un peu excentré par rapport au centre-ville à Alger. Tu es retourné, tu retournes assez régulièrement en Algérie. Je fais juste un parallèle. Bab el-Oued, es-tu retourné? As-tu cette nostalgie, en tout cas ce besoin d'aller retrouver l'endroit, l'école où tu as été, l'appartement où vous avez vécu? Oui, je me suis promené dans les endroits où je me promenais quand j'étais enfant, mais je ne suis pas retourné dans l'appartement où j'ai vécu. J'ai tenu à ne pas y retourner, puisque ça correspondait pas à l'appartement où j'avais vécu, donc je n'ai pas voulu avoir d'autres souvenirs que l'appartement où j'ai vécu. Oui. Et ton enfance algérienne, donc je disais les premiers souvenirs, l'école? Alors, disons que j'ai été intrigué par les différentes populations qui composaient Alger, puisqu'il y avait la population européenne qui n'était pas une population uniquement française. Il y avait beaucoup d'Espagnols et quelques Italiens. Et puis il y avait la population arabe qui, en fait, on disait population arabe, mais en fait il y avait aussi des Kabyles, il y avait des Mozabites aussi, qui étaient plus ou moins séparés, et on avait des relations surtout par le personnel domestique. Le personnel domestique qui venait chez nous. Et puis, nous avions beaucoup de relations avec cette population par l'intermédiaire de ma mère, qui avait une population algérienne importante. Oui. Elle était très appréciée, d'ailleurs, en tant que médecin, elle était médecin généraliste. Oui, elle a été assez appréciée de ses clients, aussi bien européens que algériens, quoi. C'est par ta maman que la vocation de devenir médecin t'est venue? Non. C'est-à-dire que
je voulais peut-être faire autre chose, à vrai dire, j'aurais voulu peut-être être dans l'enseignement, mais le fait est que ça était plus simple que je fasse des études de médecine parce que j'étais trop moyen, donc entreprendre des études spécialisées en mathématiques ou en philosophie, ce qui m'intéressait, mais j'étais trop moyen pour les envisager. Donc j'ai fait des études de médecine d'une part pour ça, d'autre part ça faisait plaisir à ma maman que je suive son chemin. Il y a eu cette enfance où je fréquentais une école primaire et après, je suis rentré au lycée qui, à cette époque-là, portait le nom de Bugeaud. Peu de temps après mon entrée au lycée, la guerre d'Algérie a commencé. Et bon, donc, j'ai à ce moment-là perçu qu'il existait en Algérie un problème au niveau des populations qui ne se haïssaient certainement pas, mais qui vivaient de façon séparée, et où il y avait naturellement une différence de classe qui était assez remarquée. Oui, parce que tu relèves toi aussi qu'effectivement, tu l'as dit, il n'y avait pas de mixité en fait. Oui, c'est-à-dire que nous avions... il y avait déjà les quartiers en plus. Oui, nous avions des relations avec la population que l'on appelait musulmane, mais ces relations, c'était d'une part le personnel domestique, d'autre part la clientèle de ma maman. Donc finalement, on connaissait bien beaucoup de personnes, mais on n'avait pas beaucoup d'amis, mais c'était dû au fait que les amis se recrutent au niveau du voisinage. Or, il y a eu très peu d'amis algériens parce qu'il n'y avait pas d'amis au niveau des professions de mes parents. Ma mère avait deux ou trois collègues algériens avec lesquels elle avait de bons rapports. Et mon père avait un collègue du lycée qui s'appelait Mohamed Harkoun, qui par la suite est devenu quelqu'un d'important, et puis un autre ami peintre qui était Mohamed Bouzid, qui venait chez nous souvent, mais c'était pour ainsi dire les rares amis algériens que nous fréquentions. Tes parents recevaient, mais voilà, ils recevaient quand même pas de manière, ils recevaient pas de manière très régulière et c'était toujours le même cercle d'amis. Oui, ils recevaient essentiellement, oui, il y avait des personnes qui venaient occasionnellement, mais c'était surtout des amis peintres ou écrivains, notamment tous les peintres qui exposait dans la galerie d'Edmond Charlot. Elle a eu son importance, elle a disparu aujourd'hui, cette galerie et cette librairie Charlot sur la rue Michelet, la rue Didouche Morad. J'ai connu l'évolution d'Edmond Charlot au moment où, après la guerre, après son installation à Paris, qui avait avorté, il était revenu à Alger, il était criblé de dettes, et il avait ouvert une librairie rue Michelet qui s'appelait la librairie Rivage. Et dans cette librairie Rivage, les peintres exposaient au sous-sol. Bon, et c'est ainsi que j'ai pu voir des expositions de Galliero, de Nallard, Maison Seule, qui exposaient au sous-sol. Et ensuite, il a dû fermer cette librairie parce qu'il n'avait pas pu rembourser toutes ses dettes. Et il avait
ouvert une petite bouquinerie en haut de la rue Michelet, dans un passage, c'était à l'angle de la rue, de l'avenue Claude Debussy, c'était un passage couvert, et il avait ouvert une bouquinerie qui, à la fin de la guerre d'Algérie, avait été plastiquée, et qui avait mis fin aux librairies de Charlot à Alger. Et les peintres exposaient sous sa direction dans le hall des établissements Contingent. Je crois que c'était des établissements d'importation de tabac. Dans cette galerie Contingent exposaient différents peintres comme Galliero, René Sintès, Durand, Chouvet, enfin Assus aussi. Oui. Oui. Le père d'un médecin. Le père d'un médecin, oui. Oui, qui venait, médecin qui venait à la maison aussi, me semble-t-il. Oui, hein, oui. Donc en fait, tu côtoies, on vient très vite à parler de l'univers de ton papa, donc Louis Bellisti, artiste, peintre et sculpteur, c'est lui qui va t'ouvrir les yeux sur... sur l'art, sur la peinture, tout ça. Alors, il y avait aussi des amis écrivains. Alors, mon père avait été ami de Camus, mais Camus n'était pas à Alger, mais mon père parlait souvent de Camus parce qu'il avait participé au théâtre de l'Équipe. Et mon père avait connu Camus dans les années 30, à l'époque où il fréquentait l'atelier du peintre Figueras, et où un autre futur écrivain, Max-Paul Fouché, lui avait présenté Camus. Alors par la suite, mon père a participé au théâtre du travail, où il était essentiellement, il participait au décor des pièces de théâtre. Bon, donc il avait toujours quelques relations avec Camus, mais Camus n'étant pas à Alger, on ne le voyait pas. On voyait par contre Sénac, Jean Sénac, et puis des écrivains comme Robles. Par la suite, du moins, j'ai rencontré une fois, mon père m'a présenté Mohamed Dib, qui n'habitait pas Alger, il habitait Tlemcen, mais au cours d'un de ses passages à Alger, j'avais pu rencontrer Mohamed Dib, et puis quand Mouloud Feraoun a quitté la Kabylie pour s'installer à Alger, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi. C'est ça, c'était ça, cette Algérie, cet Alger flamboyant, en fait, c'est toute cette multitude de rencontres, de cette vie artistique, comme on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'était ça, Alger, c'était le passage, la ville incontournable, beaucoup cherchaient effectivement on peignait beaucoup, ton père a beaucoup peint Alger. Oui, il a peint Alger, c'est-à-dire qu'il y avait essentiellement... il avait dû abandonner la sculpture parce que la sculpture revenait trop chère, donc il avait essentiellement plusieurs axes. Il peignait la Casbah, il faisait beaucoup de peinture à l'intérieur de la Casbah, et puis le port d'Alger. Quant à la campagne algéroise, il a fait quelques peintures, mais il a eu beaucoup de difficultés, et à vrai dire, la peinture algéroise est très difficile pour les artistes. Marquet, qui avait fait de remarquables ports d'Alger, s'y était cassé les reins. Il y a juste un peintre en Algérie qui a réussi à peindre des paysages de Kabylie avec assez de bonheur, c'est un peintre qui s'appelait Marius de Buson. Bon, mais donc il peignait, disons, Alger, la Casbah, le port, et il peignait aussi à l'intérieur de l'appartement des natures mortes. Des natures mortes et quelques portraits. C'était son gagne-pain, hein.
Oui, c'était en partie son gagne-pain, mais il a dû enseigner pour gagner davantage sa vie. Oui, il a fait aussi, au cours de voyages en France, il a fait beaucoup de paysages de Paris, notamment des ponts de Paris, Montmartre, et puis il a fait aussi des paysages de Provence. Oui. Parce qu'il est allé du côté de... Ouais. Oui, il a été du côté de Villeneuve-Loubet, et puis dans le Luberon aussi. Tu connais assez rapidement la France, parce que tes parents ont l'habitude de venir en France. On venait en France. En métropole, on venait en France entre le 15 juillet et le 1er septembre. Et on faisait toujours un séjour à Paris dans la deuxième quinzaine de juillet. Oui, et puis il y avait un rituel, parce que je crois que pendant plusieurs années, ta maman venait faire des cures thermales. Oui, des cures thermales à Vichy, oui, enfin, bon, et ça c'était, oui. Mais la France ne t'était pas inconnue. Non, la France n'était pas inconnue. La métropole, la métropole, dire à l'époque, oui. Là, il y a eu juste, du moins, le pays qui était aussi assez proche, c'était l'Espagne, bien que nous n'avions pas fait beaucoup de voyages en Espagne, mais l'Espagne était un pays qui nous était proche parce que il y avait beaucoup d'Espagnols en Algérie, et puis mes parents avaient été affectés par la guerre d'Espagne, qui, à vrai dire, était le début de la tragédie, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, j'ai compris qu'il y avait un problème au niveau des populations qui n'arrivaient pas à se mêler, et aussi où il y avait un problème social, puisque la population musulmane, du moins la majorité de la population musulmane, était à un niveau inférieur par rapport à la population européenne. Cela ne voulait pas dire que la population européenne se résumait à quelques aristocrates. Il y avait beaucoup d'Européens qui avaient un niveau inférieur au niveau des Français de métropole. J'ai compris le désir des Algériens de vouloir être indépendants. Cependant, j'ai toujours eu horreur des violences, et je n'ai pas apprécié aussi bien le terrorisme que les répressions qui en étaient les conséquences. Tes parents pouvaient être menacés au premier chef pendant cette... Ta maman qui allait au contact de sa patientèle avait dans sa clientèle toutes sortes de gens, y compris des gens qui n'étaient pas forcément fréquentables, mais les clientèles de médecins est très éclectique. À la fin de la guerre d'Algérie, la situation était très difficile, et je suis parti une année à Paris, l'année de l'indépendance. J'ai été au lycée Jacques Decour, qui se trouvait à Montmartre. J'ai fait une terminale, et je n'ai pas réussi mon bac à ce moment-là, et j'ai dû refaire une année à Alger en 63. Oui, parce qu'on évoque effectivement ton retour en 63. Je suis retourné en 63 à Alger, mais mes parents ils travaillaient toujours. Tes parents se sont posé la question assez rapidement
de la nécessité de quitter peut-être un jour l'Algérie? Oui, ils s'y sont posé la question au cours de l'été 62, vu l'instabilité de la situation, et ils sont finalement, après un séjour en été en France, ils ont décidé de rentrer en Algérie au mois de septembre de 62. Ils font pas partie de la première génération de rapatriés. Oui. C'est la plus grande partie des rapatriés d'Algérie qui sont partis entre mars 62 et juillet 62. On parlait de ton père Louis Benisti, qui est passé dans la postérité pour le tout un chacun, parce que il est l'auteur de cette stèle qu'on voit à Tipaza. Après la mort de Camus, les amis de Camus se sont réunis dans la galerie dirigée par Edmond Charlot, et ils ont pensé à faire un monument en l'honneur de Camus à Tipaza. Et ils ont pensé que ce serait bien de graver sur une pierre romaine une phrase de Camus, de façon à ce que le souvenir de Camus puisse être perpétué à Tipaza. Et les amis se sont adressés à mon père, ils ont dit, puisque tu es sculpteur, tu pourras graver la phrase de Camus. Donc c'est ainsi qu'il y a eu un certain nombre de phrases qui ont été choisies par les amis de Camus, et que on en a retenu une qui en fait reprend une idée de Saint-Augustin, qui est: je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Oui. Alors cette stèle a été dressée dans les parcs des ruines de Tipaza, au niveau de la nécropole ouest, c'est-à-dire la nécropole qui est dite de l'évêque Alexandre. D'accord, très précisément. Donc, puisqu'il y a trois promontoires à Tipaza, il y a une ville et deux nécropoles. Donc c'est l'une des nécropoles, la nécropole ouest, qui se trouve dans le parc principal des ruines. Et puis pourquoi le choix de Tipaza? C'est parce que c'était un... Oui, Tipaza était un lieu où Camus a écrit dessus. Ça, ton père sera passé dans la postérité pour cette stèle, mais pas que, puisqu'on va découvrir, et on pourra le découvrir, parce que son travail de peintre également et de sculpteur ont fait l'objet de bon nombre d'expositions qu'on peut revoir, effectivement. Et tu es dépositaire aujourd'hui du travail de la mémoire, du travail d'artiste de ton papa. Tu as forcément, toi, un peu hérité de ces qualités d'artiste et de ton papa. Tu as beaucoup écrit. Tu t'es autorisé à écrire sur l'Algérie, sur ton histoire? Oui, j'ai écrit des articles sur les peintres d'Alger, et puis j'ai écrit j'ai un livre de souvenirs, notamment de souvenirs des relations entre mon père et Camus, et des souvenirs personnels sur Jean Sénac que nous avions bien connu. Oui, Jean Sénac, qui signait d'ailleurs... qui signait avec un soleil. Oui. Oui. Que tu as côtoyé, tu nous raconter, je crois que tu as croisé, pareil. Alors, Jean Sénac, je l'ai connu très tôt parce que il habitait à Bab el-Oued, une rue parallèle à la rue Franklin où j'avais mon école. Donc, il n'était pas rare à la sortie de l'école que je le croisais, et je ne le connaissais pas à l'époque, mais j'avais remarqué que ce jeune homme, puisqu'il était jeune, était souvent dans les expos. Et puis un jour, il nous a invités
à la présentation d'une revue qui s'appelait Terrasse. Et dans cette revue, il y avait Retour à Tipaza de Camus, et tous les écrivains algériens y avaient contribué, notamment Dib, Ferraoun et Robles. Et tu as écrit, je disais dans ton travail de mémoire, effectivement, est paru aux éditions L'Harmattan il y a pas si longtemps que ça, il y a Oui, quelques l'année années. dernière. Oui, c'est ça. Ça c'est à propos de Camus, de Sénac et de l'Algérie. Alors ça c'est celui qui est paru l'année dernière, et j'ai édité les souvenirs, des souvenirs de mon père sur Camus. On choisit pas sa mère. C'est-à-dire que j'ai édité ces souvenirs, et puis j'y ai ajouté des entretiens que j'avais fait avec mon père avant sa mort sur le théâtre de l'équipe de Camus. Et j'y ai joint quelques dessins que mon père avait fait d'après mémoire sur le théâtre de Camus. Là, notamment, il y a là c'est le Don Juan, et puis ça c'est le Retour de l'enfant prodigue. Oui. Qui s'est joué à Alger, c'est ça? Qui s'est joué à Alger, oui, notamment, oui, dans des salles d'Alger, notamment la baraque de la place Padovani. Je te fais confiance, parce que c'est magnifique. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est le Prométhée enchaîné. Voilà. Après avoir quitté l'Algérie, est-ce que tes parents ont évoqué un manque de l'Algérie? Ils ont regretté de ne pas avoir d'avoir été obligés de regagner la France. Ils auraient voulu y rester définitivement. Mais avait-il le choix? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'il y a eu d'autres amis qui sont restés quelques années de plus, mais guère plus. Et toi, ton rapport à l'Algérie, puisqu'on parle de tes parents, mais le fait qu'effectivement tes liens avec l'Algérie, je te posais la question tout à l'heure, tu y es retourné, mais quelles sont tes relations avec l'Algérie et comment tu te projettes toi dans cette double culture, en tout cas dans cette double appartenance? Oui, là, je suis attaché à l'Algérie, mais je n'y ai pas l'intention d'y vivre en permanence. Mais tu te soucies quand même, tu te tiens informé de... Oui, je me tiens informé de la situation, et je suis assez triste quand les affaires en Algérie vont mal. Je voudrais vraiment dédier cet entretien à la mémoire de quelqu'un que tu as connu, qui est un Algérois aussi, qui nous a quittés il y a quelques semaines, le docteur Pierre Lévy-Valency. Oui, alors le docteur Pierre Lévy-Valency nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il était le mari de Jacqueline Lévy-Valency, qui a été une grande spécialiste de Camus, et qui a d'ailleurs, à la fin de sa vie, avait dirigé les œuvres complètes de Camus dans la Pléiade. Et Pierre Lévy-Valency, c'était une grande figure de la médecine algéroise. Son père était déjà très connu, il était pneumologue. Il s'appelait André Lévy-Valency. Il avait eu l'occasion de connaître, de soigner Camus de sa tuberculose. Et il avait eu, en plus de son fils qui était son élève, il y avait notamment un médecin célèbre en Algérie, le docteur Pierre Solé. Oui. Et des noms comme ça, effectivement,
qui doivent passer dans la postérité. Et le docteur Pierre Lévy-Vanessi était un cousin, mais assez éloigné, puisque nos arrière-arrière-grands-pères étaient frères. D'accord. Oui. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça a été difficile pour toi de porter un nom aussi prestigieux? Non. Non, il n'y a pas eu de problème. Non. Ouais. Et on te dit encore, est-ce que Benisti comme le peintre, C'est arrivé, mais à vrai dire, pas souvent. Oui. Par l'histoire de l'Algérie m'a structuré. Et disons que j'ai gardé de ma naissance en Algérie le goût de l'entre-deux. Je suis toujours d'un port à l'autre. Oui. Ça fait partie de tes traits de caractère. Merci en tout cas vraiment de nous avoir fait voyager un petit peu de l'autre côté, parce que moi aussi je fais partie de l'entre-deux, et puis de nous avoir fait un petit peu rappeler la richesse de l'Algérie, effectivement, du début du siècle dernier. On rappelle qu'on peut trouver toutes les informations, il y a des expos, il y a Connaître ton père, on va rappeler la lecture, et je mettrai On choisit pas sa mère, qui est en lien avec effectivement l'histoire de Camus, hein, c'est ça? Oui. Et puis, à propos de Camus et de Sénac, deux auteurs que tu as croisés grâce à ton papa. Ouais.